Dans les fleuves de la côte ouest de l'Amérique du Nord vit le saumon. Qu'il traverse les mers ou les fleuves, son périple semé de difficultés fait de lui l'un des voyageurs les plus intrigants au monde. La vie du saumon commence au moment où sa mère pond ses œufs dans le cours d'eau. Le jeune saumon vit dans un premier temps grâce aux nutriments contenus dans l'œuf. Quelques semaines plus tard, il est suffisamment grand pour trouver sa nourriture lui-même dans l'eau. Il reste pendant près d'une année dans la rivière où il est né, le temps pour lui de se développer. Le saumon a la particularité de pouvoir s'adapter aussi bien à l'eau douce qu'à l'eau de mer. On comprend la raison de cette adaptabilité quand on sait le voyage miraculeux que le saumon effectue. Au printemps, des milliers de saumons commencent à descendre le cours du fleuve pour arriver, au terme de plusieurs semaines, à l'océan Pacifique. Dès qu'ils atteignent l'océan, un mécanisme génétique transforme la structure de leur corps pour leur permettre de vivre dans l'eau salée. C'est ainsi qu'ils pourront traverser l'océan. Il leur faudra entre 1 et 4 ans pour passer de la côte américaine à l'Alaska jusqu'au Japon et pour enfin revenir. À la fin de leur périple, ils sont matures et prêts pour la phase finale, la plus difficile, à savoir le retour à leur lieu de naissance. Ils remontent à contre-courant les fleuves qu'ils ont traversés plusieurs années auparavant pour rejoindre la mer. Rien ne les arrête. Ils sont capables de sauter jusqu'à 3 mètres de haut pour dépasser les chutes d'eau ou d'autres obstacles. Ils restent obstinés, quand bien même les distances à couvrir avoisinent les 3000 km. Pendant tout leur voyage, ils ne se nourrissent pas et puisent leur énergie uniquement dans leurs réserves accumulées quand ils vivaient dans l'océan. Les survivants qui parviennent à rejoindre leur fleuve d'origine peuvent enfin pondre leurs œufs. Ils meurent peu de temps après. Le voyage du saumon est l'un des phénomènes les plus étonnants de la nature. Comment des milliers de saumons peuvent-ils, après avoir vécu pendant des années dans la mer, retrouver l'endroit même où ils sont nés? Il leur faut trouver en effet leur fleuve d'origine parmi les milliers qui se déversent dans l'océan Pacifique. Ensuite, ils doivent remonter le courant sans s'égarer dans les différentes embouchures. Comment le saumon parvient-il à mener à bien cette entreprise apparemment impossible?
Voyons d'abord pourquoi. Grâce aux recherches, on sait que le saumon dispose d'un système sensoriel spécifique. Il a été créé avec une boussole naturelle qui lui permet de se guider dans l'océan grâce au champ magnétique de la Terre. Certes, le saumon peut trouver son chemin sans se tromper dans le vaste océan. Mais comment peut-il retrouver l'endroit précis où il est né? Pour cela, il fait appel à son sens extrêmement délicat de l'odorat. Qui aurait pu imaginer qu'une rivière avait sa propre odeur? Pourtant, c'est bien vrai, du fait de la composition chimique unique de chaque rivière. Les variations de composition ne sont détectables la plupart du temps par aucune créature, à l'exception du saumon. Une expérience réalisée dans le centre de pisciculture de Prairie Creek, en Caroline du Nord, a mis en lumière le formidable sens de l'orientation du saumon. Le 2 décembre 1964, dans l'un des bassins d'élevage, on a retrouvé un saumon de 2 ans avec les autres bébés saumons. Le dos du saumon portait encore les restes d'une étiquette en métal apposée par le centre de pisciculture de Prairie Creek. Ce poisson avait en fait vu le jour dans ce même bassin et avait été relâché dans la nature. Comment ce saumon est-il revenu de l'océan à cette piscine couverte? Voici une explication potentielle. La grille qui couvrait un conduit d'accès au bassin a été retrouvée cassée. Le saumon a-t-il pu la briser pour accéder à son lieu de naissance? Il n'y a pas d'autre explication. Mais cela semble impossible si on considère la distance que le poisson a dû parcourir depuis l'océan jusqu'au bassin d'élevage. À partir de l'embouchure de la Redwood Creek, il aurait nagé 5 km à contre-courant avant d'atteindre le premier embranchement de la rivière. Là, il aurait opté pour la direction nord. Cependant, plus loin, le saumon aurait été confronté à un choix encore plus difficile. Le centre où il est né était situé au milieu de cet embranchement. Le choix du saumon aurait dû se porter sur la droite, car c'est là que se jetait l'eau du centre dans la rivière. Or, le saumon a opté pour la gauche, approchant ainsi le centre par l'arrière. L'explication se trouve dans l'autoroute qui passe à proximité. Sous cette autoroute, un canal collecte l'eau rejetée par le centre piscicole. La plupart du temps, le canal était quasiment à sec. Mais cette année-là, la pluie avait gonflé le flux et l'eau du canal se jetait dans la rivière.
Ce petit courant a guidé le saumon. Il a par ailleurs dû reconnaître l'odeur, se laisser guider par elle depuis la rivière. Prendre le canal de déversement et nager dans une eau profonde de 5 à 10 cm. Puis, il a dû se retrouver dans un enchevêtrement de tuyaux. Mais même en ayant atteint ce point, il aurait pu être arrêté par la grille. Il serait passé compressé par le canal en béton avec ténacité. Il a fini par trouver le tuyau de 12 cm de diamètre qui reliait le canal au bassin. Il a pris ce tuyau et surmonté le dernier obstacle en cognant sa tête contre le grillage. Au terme de ce périple, le saumon est parvenu à atteindre le petit bassin dans lequel il était né 2 ans auparavant. Quand les responsables du centre ont réalisé ce qui s'était passé, ils se sont demandé si d'autres saumons du centre avaient tenté de revenir. Afin de le vérifier, ils ont retiré les planches en bois pour mieux voir le canal en dessous. À leur grande surprise, ils ont trouvé près de 70 saumons et tous portaient une étiquette du centre piscicole. Cette extraordinaire histoire du saumon nous donne une preuve sans conteste, à savoir que le comportement merveilleux du saumon est un miracle de la création divine. Chaque étape de son voyage a été finement calculée. C'est un grand miracle que le saumon soit doté d'un programme qui le conditionne à retourner après tant d'années dans le lit de la rivière où il est né. Par ailleurs, le hasard n'est pour rien au fait que le saumon possède une boussole naturelle qui lui permet de se diriger dans l'océan, ni au fait qu'il possède le sens de l'odorat le plus fin. Tout cela montre que le saumon est une créature conçue spécialement pour la migration. C'est Dieu, créateur de tous les êtres vivants et seigneur de l'univers, qui a créé le saumon avec ses capacités extraordinaires. L'abeille est une créature merveilleuse qui nous régale de son miel. Les abeilles vivent en colonie dans les ruches qu'elles construisent soigneusement. À l'intérieur de chaque ruche,
on trouve des milliers de petites alvéoles hexagonales où est stocké le miel. Les abeilles remplissent ces alvéoles de miel après avoir collecté le nectar des fleurs. C'est un travail de longue haleine. Selon une étude scientifique, pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent butiner 4 millions de fleurs. Pour remplir cette tâche ardue, les abeilles s'organisent en éclaireuses et ouvrières. Comment les ouvrières trouvent-elles leur chemin dans un espace démesuré par rapport à elles? Comment font-elles pour rentrer à la ruche sans se perdre? Comment expliquent-elles aux autres abeilles la localisation des fleurs à butiner? Ces questions ont donné lieu à des recherches scientifiques qui ont abouti à des faits tout à fait intéressants. Sur l'écran, vous voyez une abeille qui vient de découvrir un parterre de fleurs. Cette ouvrière va retourner alors à la ruche et informer les autres abeilles de l'endroit où se trouvent les fleurs. Elle va commencer par faire goûter aux abeilles le nectar qu'elle a récolté des fleurs et leur permettre ainsi de juger de sa qualité. Elle leur indique ensuite la direction des fleurs d'une manière étrange, en dansant. Elle se met au milieu de la ruche et effectue des mouvements avec son corps. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est cette danse qui permet aux autres abeilles de connaître l'endroit précis des fleurs. Si l'abeille fait des mouvements en ligne droite vers le haut de la ruche, les abeilles comprennent qu'elles doivent aller dans le sens du soleil. Si le champ se situe dans l'autre sens, l'abeille décrit des lignes dans ce sens-là. Alors, voyez maintenant, l'abeille opère une danse sur la droite, ce qui signifie que les fleurs sont à 90 degrés sur la droite. Cette abeille-ci est en train de dire à ses congénères qu'il faut aller à 45 degrés à gauche du soleil. Cependant, une question demeure. Comment les abeilles se dirigent-elles par rapport au soleil, sachant qu'il bouge constamment? Toutes les 4 minutes, le soleil se déplace d'1 degré vers l'ouest, ce qui aurait pu induire en erreur les abeilles. Or, les observations ont montré que les abeilles prennent en compte la rotation du soleil. Ainsi, lorsque les ouvrières donnent les directions, toutes les 4 minutes, elles décalent l'angle qu'elles décrivent d'1 degré vers l'ouest. Grâce à ce merveilleux calcul, les abeilles ne se perdent jamais. À travers leur frétillement, les ouvrières traduisent aussi bien la direction des fleurs que la distance à parcourir pour les atteindre. La durée de la danse et le nombre de frétillements informent les autres abeilles de la distance exacte. Elles emmagasinent juste assez de nourriture pour le voyage et partent aussitôt. Une expérience effectuée en Californie a d'ailleurs testé ce merveilleux moyen de communication. 3 récipients d'eau sucrée ont été placés en 3 endroits différents. Rapidement, les ouvrières découvrent ces 3 sources. Les abeilles qui avaient repéré le premier récipient ont été marquées d'un point, celles qui avaient repéré le deuxième ont été marquées d'un trait, et le troisième groupe d'une croix. Quelques minutes plus tard,
Les scientifiques ont étudié attentivement les abeilles qui observaient la danse des ouvrières après leur retour. Ils ont apposé un point sur les abeilles qui regardaient les ouvrières marquées d'un point, un trait ou une croix sur les autres, selon les ouvrières qu'elles observaient. Après la danse, toutes les abeilles marquées d'un point se sont dirigées vers le premier récipient, toutes celles avec un trait vers le deuxième, et celles avec une croix vers le troisième. Cette expérience prouve que les abeilles sont guidées en fonction de l'information pourvue par les ouvrières. Il faut considérer ces faits avec une attention particulière. D'où les abeilles tiennent-elles leur étonnante organisation? Comment un petit insecte dépourvu de capacité de réflexion peut-il agir comme le fait l'ouvrière? Qu'est-ce qui pousse l'abeille à aller chercher des sources de nectar, puis d'en informer ses congénères? Quand bien même l'abeille y aurait pensé, comment a-t-elle pu développer une technique de danse aussi pointue pour communiquer la direction et l'éloignement des sources? Comment se fait-il que les abeilles dans la ruche comprennent le sens des mouvements compliqués et des frétillements de l'abeille messagère? La théorie de l'évolution de Darwin, qui avance que la vie sur Terre est le fruit du hasard, ne fournit aucune réponse à ces questions. La sagesse de ces capacités montre bien qu'elles ont été données par leur créateur. Dieu les a créées et leur a inspiré d'accomplir leurs tâches, tel que cela est mentionné dans le Coran. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Au sud du Canada vit une espèce de papillon remarquable, le monarque. Comme tous les autres papillons, le monarque vient au monde après une succession d'étapes plus parfaites les unes que les autres. Tout d'abord, la mère papillon dépose ses œufs sur une feuille. Les larves qui éclosent se nourrissent pendant un temps de feuilles avant de devenir des chenilles. Ensuite, elles se fabriquent un nid, le cocon. Cette merveille de conception est suspendue à une branche d'arbre au moyen d'un fil très fin mais solide. La chenille se replie dans ce cocon
et finit par se transformer en une magnifique créature nouvelle, le papillon. À sa naissance, les ailes du papillon sont plates et inertes. Mais à mesure que le sang se propage dans son corps, les ailes prennent vie et le monarque est prêt à voler. Les monarques ont toutefois un comportement qui leur est propre, comparé aux autres espèces de papillons. En l'espace d'une année, 4 différentes générations de monarques voient le jour. Les 3 premières ont une durée de vie moyenne de 5 à 6 semaines. La 4e, quant à elle, vivra pendant les 8 mois que durera sa migration. Le départ de cette migration a lieu au sud du Canada, depuis les différents points où vivent les monarques. Le voyage se fait en direction du sud, pour certains vers la Californie et pour d'autres vers le Mexique. Il est intéressant de voir que tous les monarques se retrouvent pour le reste de la migration, comme s'ils en avaient reçu l'ordre simultané. Leur voyage a bel et bien été planifié depuis un seul centre. Rien n'est laissé au hasard. Prenons par exemple la date du départ. Elle correspond exactement au jour de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le premier jour de l'automne, quand le jour et la nuit ont la même durée. Après environ 2 mois de vol, ils atteignent les chaudes forêts du sud. Des millions de monarques couvrent les troncs d'arbres. Ils restent là pendant 4 mois, de décembre à mars, ne buvant que de l'eau et ne se nourrissant que de la graisse stockée dans leur corps. La floraison printanière est capitale pour les monarques. Car après 4 mois de jeûne, ils ont besoin de ce nectar pour se revigorer. Ils stockent ainsi suffisamment d'énergie pour retourner en Amérique du Nord. Avant la reprise du voyage, à la fin du mois de mars, ils s'accouplent. Le jour de l'équinoxe du printemps, quand le jour a la même durée que la nuit, la colonie entame son périple vers le nord jusqu'au Canada. Là s'achève le voyage. Toutefois, avant de mourir, il donne naissance à la première génération de monarques de l'année, qui vivra environ 1 mois et demi. Ensuite, la 2e et la 3e succéderont, et enfin, la 4e effectuera la même migration. Elle vivra 6 mois de plus que les 3 autres, et le cycle recommence. Cette incroyable migration interpelle l'esprit. Pourquoi la 4e génération vit-elle plus longtemps? Comment se fait-il que cette migration coïncide avec l'hiver? Pourquoi le voyage des papillons commence-t-il le jour de l'équinoxe? Comment font-ils pour calculer sa date? Comment les nouvelles générations, qui n'ont jamais eu à effectuer cette migration, connaissent-elles le chemin à suivre? Tout cela démontre que les monarques ont été créés avec un plan de voyage parfait qu'ils suivent à la lettre. Le moindre écart par rapport à ce plan mènerait à l'extinction de l'espèce.
Ces papillons ont clairement été créés avec ces capacités particulières et il leur a été inspiré d'effectuer cette extraordinaire migration annuelle. Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, créateur et souverain de tous les êtres, est l'auteur de cette création miraculeuse. Les hommes ont imaginé 1001 procédés pour tenter de voler dans les airs. Depuis la construction du premier avion, il y a environ un siècle. Des milliers de scientifiques se sont employés à inventer les meilleures machines volantes. Leurs efforts ont permis d'aboutir aux avions que nous connaissons aujourd'hui. Le fait de voler est un don formidable, mais son utilité dépend grandement de la capacité de contrôle. En fait, la capacité à flotter dans les airs et l'atterrissage sont tout aussi importants que le vol lui-même. Ainsi, les hommes ont-ils réussi à inventer l'hélicoptère. D'une grande maniabilité, il peut en effet planer et décoller verticalement. Pour des motifs avant tout militaires, les États ont consacré des budgets colossaux à la création de l'hélicoptère. Cependant, des études récentes démontrent que la technologie de vol de l'hélicoptère est tout à fait primitive comparée à celle du tout petit insecte qu'est la libellule. La technique de vol de la libellule est un véritable miracle de conception et surpasse la technologie de tous les appareils créés par l'homme. Le dernier modèle d'hélicoptère Sikorsky s'inspire d'ailleurs très largement de la libellule. Dans le cadre de ce projet, des images de libellules ont été enregistrées sur un ordinateur spécial. À partir de là, des milliers de croquis ont été réalisés sur ordinateur afin d'appliquer la technique de vol de la libellule au modèle de Sikorsky. En résumé, la conception du corps d'un petit insecte est plus sophistiquée que celle d'un objet créé par l'homme. La technique de vol de la libellule, ainsi que ses ailes, mettent en lumière un point. Ce petit être est la preuve du miracle de Dieu. La libellule dispose en effet de 2 paires d'ailes placées en diagonale sur son corps. Sa rapidité de manœuvre lui permet d'atteindre rapidement une vitesse de 50 km/h, chose peu commune chez l'insecte. Pour donner un ordre d'idée, un athlète olympique ne dépasse pas les 39 km/h sur 100 mètres.
La qualité de vol dépend également d'une autre condition. Il est très dangereux de voler si le système visuel n'est pas excellent. C'est pourquoi les avions et les hélicoptères ont des systèmes de guidage très avancés. La libellule, pour sa part, dispose d'un total de 30 000 micro-yeux et chaque œil est orienté dans un sens différent. Toute l'information collectée par ces yeux est ensuite transmise au cerveau de la libellule qui l'analyse et assure à la libellule une acuité visuelle merveilleuse. En plus d'avoir une visibilité nettement plus développée que dans l'hélicoptère, la maniabilité est un autre atout dont dispose la libellule. Grâce à une manœuvre de dernière minute, elle parvient à éviter les véhicules et leurs pare-brises, ainsi que les prédateurs. Il est difficile pour un pilote d'hélicoptère de déterminer, après sa manœuvre, sa position par rapport au sol. S'il s'embrouille et confond le haut et le bas de l'appareil, il peut s'écraser. Afin d'éviter un tel scénario catastrophe, les techniciens ont développé un instrument, le gyroscope. Celui-ci montre au pilote où se situe l'horizon à l'aide d'une ligne horizontale. Le pilote peut alors comparer sa position par rapport à cette ligne et déterminer rapidement la position de l'appareil. Depuis des millions d'années, la libellule utilise le même procédé. Devant chaque œil de la libellule, il existe en effet une ligne horizontale artificielle. Quel que soit l'angle de vol, la libellule reste toujours parallèle par rapport à cette ligne horizontale. Lorsque le corps de la libellule change de position pendant le vol, les poils situés entre son corps et sa tête sont stimulés. Les cellules nerveuses à la racine de ces poils envoient aux muscles sollicités pour le vol des informations concernant la position de l'insecte dans l'air. Ainsi, les muscles ajustent automatiquement le nombre et la vitesse des battements d'ailes. C'est pourquoi, même lors de manœuvres difficiles, la libellule n'oublie jamais sa direction ni ne perd contrôle. Ce système est effectivement une merveille d'ingénierie. À ce stade, toute personne intelligente commence à réfléchir. La libellule n'est pas consciente une minute des systèmes extraordinaires dont elle dispose. Qui a placé dans son corps des systèmes de vol si complexes que même les ingénieurs experts s'en inspirent? Qui a doté cet insecte d'ailes parfaites, de moteurs et d'un système visuel supérieur? Qui est l'auteur de cette conception parfaite? La théorie de l'évolution darwiniste, qui explique la vie par une série de coïncidences, reste muette face à ces questions. Il est impossible que le corps de la libellule soit le résultat d'une évolution quelconque ou d'une série de développements fortuits. La raison en est simple. Pour que l'insecte survive, tous ces systèmes doivent coexister de manière simultanée et complète. On est en droit de croire que la première libellule était certainement pourvue des mêmes mécanismes que les libellules d'aujourd'hui. C'est précisément ce que les fossiles mis à jour prouvent. Les libellules sont apparues d'un seul coup, il y a 320 millions d'années, date à laquelle remonte la plus ancienne libellule découverte par les paléontologues.
Par rapport à cette dernière, la libellule actuelle n'a subi aucune évolution. Les fossiles les plus anciens montrent des insectes tout à fait semblables à ceux d'aujourd'hui. Ces faits prouvent l'invalidité de la théorie de l'évolution et appuient bien le concept de création des libellules et des autres êtres vivants. Dieu, Seigneur de l'univers, est l'auteur de toutes les créatures vivantes, et toute vie est la preuve de son existence. En dehors de Dieu, il n'existe aucune force capable de créer même une mouche. Dieu dit dans le Coran: Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Les créatures que nous avons étudiées pendant ce film ne sont que quelques exemples des merveilles dans la nature. En vérité, Dieu gratifie tous les êtres vivants de la nature de particularités merveilleuses, et chacune d'elles est la preuve du talent artistique et du pouvoir de Dieu. Il est essentiel de voir les merveilles en chaque être et d'en saisir le sens. Dieu attend de nous que nous réfléchissions à la création et que nous en tirions des conclusions. Dans un verset du Coran, Dieu dit: Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis comment Dieu crée la génération ultime, car Dieu est omnipotent.